Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission Voix de fait pour une nouvelle chronique politique avec notre invitée du jour, Madame Chérifa Rzala Chérifi. Donc Madame Rzala Chérifi qui est conseillère communale à Jette et qui est en même temps, qui a plusieurs casquettes. On va lui donner la parole rapidement pour qu'il nous explique exactement toutes ces casquettes et tout ce travail qu'elle fait au niveau de sa commune, mais aussi au niveau de plusieurs organisations, associations humanitaires, sociales, éducatives. C'est une femme très active. Je vous laisse découvrir Chérifa. Donc Chérifa, marhaba bik, bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Merci Al Mouatine de me recevoir. C'est bien Chérifi qui est le nom. Ah, Chérifi, oui, le nom de famille c'est Chérifi. Chérifi Rzala. Le prénom. Donc voilà. Donc Rzala Chérifi. Mais ok. Oui. Donc Rzala Chérifi. Donc qu'est-ce que vous faites exactement à part le poste de conseillère communale? Donc j'ai lu que vous êtes sur beaucoup d'associations, etc. Donc il faut vraiment 3 jours pour essayer d'étaler tout ça. C'est énorme. Mais si vous pouvez explicitement nous expliquer. Oui, en fait j'étais active dans pas mal d'associations ou de fêtes ou d'ASBL. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le milieu associatif. Et quand même, ouais. Et donc j'ai commencé quand j'étais à l'université. J'avais mes premières années d'université et où j'avais commencé à militer avec des étudiants des pays d'origine étrangère. Et à l'époque, les problématiques pour lesquelles on était directement concerné, c'était toutes les problématiques liées à la citoyenneté et aux discriminations, et aussi par rapport aux droits de l'homme. Donc vous étiez vous aussi victime apparemment. Vous avez eu pas mal d'histoires avec le PMS, etc. C'est-à-dire que bon, quand on est jeune, on a un parcours. Bon, je suis pratiquement née ici. Ça fait 50 ans cette année que je suis en Belgique. Mon père, ça va faire 70 ans qu'il est né en Belgique et il va fêter ses 90 ans en novembre prochain, Inch'Allah. Donc on a un parcours assez long dans l'immigration et on sait très bien que c'était pas toujours évident parce que il y avait on peut dire que on peut retourner un peu la sociologie actuelle de la population belge. C'est que nous étions quand même une migration où nous étions encore minoritaires par rapport à aujourd'hui, et on était nous minoritaires aussi dans les écoles. Et nous étions, moi je me rappelle en secondaire, j'ai terminé mes secondaires humanitaires, j'étais la seule maghrébine et une autre qui était sénégalaise. Les autres avaient abandonné les études, soit faisaient du professionnel. Et moi, dans mes études, j'ai eu un parcours technique commercial, pas généraliste et donc voilà, on n'était pas nombreux des personnes d'origine étrangère faisant des études ou en tout cas allant à des études supérieures etc. Donc on peut inverser la donne qu'aujourd'hui. On voit souvent une population qui est quand même très importante. Et donc c'est clair que face à l'administration belge, nos parents ne savaient pas écrire, n'ont pas été à l'école. Donc nous, dès le jeune âge, on a dû se débrouiller aussi pour aider à répondre et à remplir des papiers administratifs, etc. C'est des exemples, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. On va à l'administration communale, on va dans une administration, c'est déjà un jargon très technique et juridique et spécifique. Déjà, on comprend pas tout. Et puis on vous demande de remplir, puis on vous demande de revenir le lendemain, et puis on vous demande de revenir le lendemain. On vous regarde avec avec parfois condescendance, etc. Donc on ressentait malgré tout. Et j'ai des exemples, j'ai plein d'exemples. J'ai jobé assez tôt pour financer, pour avoir mon argent de poche et financer mes études. Également, malgré que mes parents, mon père c'est un ancien mineur et ma mère elle a toujours travaillé comme. Mais justement, c'est dû à votre parcours, C'est dû à votre parcours migratoire, mais aussi au parcours de votre papa qui était en fait un militant aussi. Oui, il était militant, tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, il a milité si vous pouvez nous en parler un peu aussi. Tout à fait. Écoutez, il était opposant. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas d'opposant à l'époque. Il n'y avait pas d'opposition. Oui, il était opposant à qui? À la colonisation. Oui. Ils étaient opposants par rapport à un État colonial et
la France qui dominait l'Algérie. C'était avant l'indépendance. Ah oui, non, ben, nous, on a ça fait 132 ans d'indépendance. Hein. Oui, enfin, d'indépendance, de colonisation. Oui, colonisation. Et donc non, mon père, dès le départ, enfin très jeune, comme beaucoup d'Algériens, la plupart, je dirais, des Algériens, sentait très bien qu'il ne fallait pas rester sous la domination française. Il vous a transmis quand même ce militantisme. Il est venu donc orphelin parce que ses parents sont morts durant la guerre d'Algérie. Oui. Donc voilà, comme beaucoup de parents, ils ont eu comme ça malheureusement des parcours difficiles. Il est venu à l'âge de 18 ans en Belgique. Il est venu en 48 en Belgique, puis après. Il avait déjà de la famille qui était ici, il travaillait dans les mines, et puis après il a transité en France pendant quelques temps aussi. Il a travaillé dans le Pas-de-Calais comme mineur, et il était militant. Ça fait presque 70 ans alors. Ça fait 70 ans cette année. Et puis il a été en France pendant quelques années, et il est revenu en 54 ici, définitivement, continuer travailler dans les mines, parce qu'il avait de la famille aussi qui travaillait dans les mines, tout en faisant tout en étant militant pour la guerre d'indépendance. Il était au départ au MNA, le parti de Messal El-Hesh. Après, c'est venu le FLN. Enfin, c'est venu. Il y a eu dissension parce que c'est des courants différents. Et il a suivi le FLN, qui était le parti qui a mené à l'indépendance, qui a mené qui a fait la guerre de libération. Et donc, c'est comme ça qu'il a été très actif. Il avait une démission, il était chef de section et il a activé en France. Et c'est parce qu'il était trop actif à force d'aller en prison, parce qu'il devait, si vous voulez, les Français pourchassaient des Algériens qui étaient militants et actifs. Et lui devait les faire passer entre la France, la Hollande et la Belgique. En douce, de manière à ce que les Français ne puissent pas les avoir. Et puis à force il était actif en fait, il était vraiment à force d'être pris et d'être en prison, on lui a dit vous serez définitivement en prison ou vous quittez la France. Et c'est comme ça qu'il est retourné en Belgique. Il en parle souvent de son parcours, son récit. En fait, il a été très très modeste et très humble. Nos parents n'ont jamais voulu parler de cette période de l'histoire. Il a été mineur, c'était pas facile parce ils travaillaient dans les mines. C'est le noir total, toujours voir le noir. C'était très tôt le matin, descendre dans des mines de charbon, avec un travail vraiment douloureux. D'ailleurs, il a des marques, des marques sur sa peau, sur son corps encore, très physique. Et il continuait après son militantisme, donc activisme politique pour amener à l'indépendance d'Algérie. Et donc, ils ont été... surtout qu'ils travaillaient dans le secret, c'était très discret. Les ennemis étaient partout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée, quand je lui avais dit que je voulais faire de la politique. Il m'a dit, ma fille, tu vas mener un chemin difficile, courage, parce que tes ennemis ne sont pas forcément tes ennemis. Tout à fait. Tes adversaires politiques, ce sont ceux qui sont de l'intérieur. C'est l'expérience qui parle en fait. Et je ne comprenais pas, moi, à l'époque. C'était en 1994 que je me suis inscrite au Parti Socialiste. Je n'avais pas saisi la subtilité, la finesse de tout ça. Entre-temps, avec l'expérience, je l'ai vécu. D'ailleurs, une question, pourquoi le choix du Parti Socialiste? C'est un hasard? Non, pas du tout. Parce que le Parti Socialiste, à l'époque, justement, quand je militais comme étudiante... C'était en quelle année? J'ai commencé en 88 dans mon militantisme associatif, 87-88 dans le militantisme associatif. Et c'était le Parti Socialiste, c'était le seul parti de l'époque qui répondait à nos attentes. Et c'est pourquoi je suis venue au Parti Socialiste, parce qu'à force de les interpeller, parce que dans l'action associative, on organisait des événements, on les interpellait par rapport... En tant que militante, oui. Voilà, en tant que militante. C'était par rapport, comme je vous dis, à toutes les discriminations, citoyenneté, logement, enseignement. Et aujourd'hui, s'il y a des élus, si on peut voter, s'il y a aujourd'hui des candidats, si on peut se présenter aux élections, s'il y a des élus, c'était nos combats de l'époque, c'était nos revendications de l'époque. Donc on a fait, c'est pour ça que je vous dis, la donne a changé, où à l'époque, on était une immigration de nos parents qui sont venus pour, soit dans le cas de mes parents, soit dans le cadre politique, parce qu'ils luttaient par rapport à une colonisation, une domination étrangère qui était la France. D'autres sont venus parce qu'il y a eu des contrats de coopération, comme avec de travail. Il y a eu ces accords plus tard avec l'Algérie, parce qu'au départ, la Belgique s'était tournée vers l'Algérie avant le Maroc et la Turquie. Tout à fait. Mais le gouvernement de l'époque, qui était celui de Ouari Boumediene, avait exigé que si les Algériens venaient en Belgique dans le cadre de ces accords de coopération, ils devaient venir avec un métier, avec une formation, avec des compétences, de manière à ce qu'ils puissent continuer, rentrer en Algérie, former les Algériens. Pour les Belges, c'était trop exigeant.
Ils ont dit, ah non, pas question, nous on veut simplement de la main-d'œuvre et c'est tout. Les Algériens, c'est juste après les Italiens, je pense. Oui, non, oui, ça c'est pendant la mine, Espagnols, ça c'était pour les mines. Tout à fait. Mais quand ils étaient dans les mines, c'était pas dans un cadre de contrat au départ. Mon père, il n'était pas venu dans un cadre de contrat, il est venu parce qu'il était libre, parce qu'il, je vous dis, il a quitté l'Algérie pour militer et parce que il y avait la colonisation française. Et comme il avait de la famille qui travaillait dans les mines, on engageait. Mais il y a eu après des accords de coopération, comme il y a eu avec le Maroc. Avec et le Maroc, la Belgique au départ s'était retournée vers l'Algérie. Et il y a eu des exigences des autorités algériennes de l'époque du président Boumedienne qui exigeaient des formations, des compétences pour qu'ils puissent, eux, les Algériens, former en Algérie. La Belgique trouvait ça trop exigeant, voulait simplement d'un simple main-d'œuvre. Et c'est comme ça qu'ils se sont retournés vers le Maroc et la Turquie. Il y a eu plus tard des accords de coopération, enfin d'échange de main-d'œuvre dans les années 70. Il y a eu entre-temps d'autres. Alors parlons du Parti Socialiste. Vous parlez du Parti Socialiste en 88, donc vous intégrez ce parti? Non, j'ai intégré le parti en 94. J'ai commencé à militer dans les années 88. C'est ce qui m'a amené, oui, associative. C'est ce qui m'a amené à découvrir le Parti Socialiste dans ses revendications, dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle propose, et dans ce que nous on se sentait plus amène. En 94, je termine mes études de sciences politiques à l'ULB. C'est aussi un pur hasard que je découvre les Sciences Po. Et je ne m'attendais pas à faire un jour de la politique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'étrangers qui faisaient de la politique dans les années 80. Des personnes d'origine étrangère, on n'était pas en politique. On est venu vraiment dans le début des années 90, où il y a eu quelques candidats. Et vous avez commencé votre parcours politique à Saint-Gilles? Non, j'ai commencé à Ixelles. À Ixelles. La première section qui m'a reçue et de militance politique, c'était à Ixelles. Et vous étiez élu? Non, je commençais, donc j'ai pas encore été élue. Non, je me suis inscrite en 94. En tant que membre adhérent? Membre adhérent, moi j'ai fait vraiment toutes les étapes. Je sais pas comme aujourd'hui, maintenant, n'importe qui vient sur les listes, sont élus, connaissent même pas vraiment ce que c'est qu'un parti, ou la différence entre les différents partis. Non, moi j'ai vraiment passé. Les règles ont changé. J'étais membre des jeunes socialistes. J'ai milité dans les mouvements des jeunes socialistes, au MJS, où il y avait aussi des militants. On faisait des congrès à l'étranger, on recevait des étudiants étrangers, on faisait des militants étrangers pour des causes généralement dans les relations internationales, les relations nord-sud. Donc j'ai vraiment passé moi par étapes. Toutes ces étapes-là. Toutes les étapes. J'étais d'abord jeune socialiste, militante des jeunes socialistes, mouvement des jeunes socialistes. Et puis à un certain âge, on n'est plus jeune socialiste, on devient un peu plus, on devient adulte. Tout à fait. Et puis j'ai participé à des élections, bien entendu, mais pas au début. J'ai commencé ma première campagne électorale en 1999, donc j'ai attendu 5 ans pour me présenter. Et c'était les premières régionales, et puis après, il y a eu des régionales, puis des communales en 2000. Vous étiez élu à Saint-Gilles, par exemple? À Saint-Gilles, j'ai été conseillère communale de 2000 à 2006. Oui. Et puis alors, et après, vous êtes arrivé sur Jette maintenant, vous êtes installé? Parce qu'il se fait que j'ai acheté à Jette, et c'était pas dans un calcul au départ électoral. Non, je dis, je voudrais simplement une qualité de vie pour ma fille, pour ma petite famille, mon mari, bref. Et je voulais un peu un espace vert aussi, entre la ville et un peu où il y a des espaces verts. Et j'ai trouvé un appartement à Saint-Gilles, à Jette plutôt. Je me suis installée à Jette, et puis voilà, comme j'étais toujours membre du Parti Socialiste, je me suis engagée aussi dans la section de Jette. Alors votre appréciation par rapport en fait au Parti Socialiste il y a des années, donc vous êtes militant depuis des années, et puis alors vous êtes élu conseiller communal, je pense, plusieurs fois, et le Parti Socialiste d'aujourd'hui? Écoutez, comme tout parti, comme toute chose, on évolue. Il faut vivre avec son temps. Mais on évolue en positif ou en négatif? Écoutez, non, c'est parce que le temps change, les attentes changent. Dans un gouvernement, on travaille avec des coalitions, avec d'autres partis, et il faut négocier. Vous savez, quand on commence on a d'abord déjà nos valeurs, et on y tient, et justement, on les garde encore. Et justement, aujourd'hui, on est en train de devoir revenir à essayer de retrouver nos acquis. Nous sommes les premiers à faire en sorte qu'on puisse avoir une sécurité sociale pour tous, que tout le monde ait accès à cette sécurité sociale. C'est dans la santé, c'est les allocations familiales, c'est le chômage, parce qu'on peut tous avoir malheureusement un jour dans notre parcours
professionnelle à un moment où peut-être on a plus d'emploi. Et heureusement, grâce aux cotisations, on a une sécurité qui nous permet d'avoir des revenus, etc. Aujourd'hui, le gouvernement MRNVA est en train de saper tout ça, de casser tout ça, et on arrive justement à se dire qu'on doit recommencer à militer pour retrouver des acquis pour lesquels on a milité pendant longtemps et pour lesquels on a fait du travail. Parce qu'on a beaucoup critiqué le Parti socialiste, parce qu'il y a eu un certain temps, quand le gouvernement, enfin quand le parti était au gouvernement, on a dû négocier, c'était des coalitions, c'était des discussions. Et la question du chômage, par exemple, et ça, qui a touché énormément, et encore maintenant. Et le parti, et on en est conscient, on le regrette. Mais on avait l'accord de, enfin, je veux dire, les dirigeants de l'époque étaient un peu, avaient un peu dans la négociation, on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est clair c'est un regret, on le paye cher aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui les électeurs le payent doublement. Parce qu'en ayant pénalisé le PS, ils sont en train de se pénaliser aujourd'hui avec des mesures de droite aujourd'hui. Vraiment, c'est un parti, c'est un gouvernement vraiment de droite, mais vraiment c'est pas de la droite libérale qu'on n'a pas eu depuis très longtemps aujourd'hui. Charles Michel disait encore hier qu'il y a plus de 180 000 postes qui ont été créés par le gouvernement. Ouais, les flexi-jobs, les jobs où il n'y a pas de contrat. Ils disent que c'est des vrais jobs. Il n'y a pas de contrat déterminé, c'est pas contrats vrai. précaires. Non, pas du tout, pas du tout. Ce sont des jobs, vous avez bien vu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Lidl, ce qui se passe aujourd'hui avec Deliveroo, qu'est-ce qui se passe avec maintenant les campagnes Uber. Ce sont tous des contrats qui sont qui sont précaires. Où les employés, ou bien je ne sais même pas si on les appelle des employés, ce sont qui ont des contrats peut-être d'indépendants, qui n'ont pas accès à des droits, à la sécurité sociale comme il faut, en cas de licenciement, je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir, en cas de maladie, ils doivent payer parfois eux-mêmes leurs frais de transport, ils sont dans l'insécurité professionnelle en fait. On est en train de créer une insécurité professionnelle. Ce sont des projets très intéressants. Bientôt les élections au mois d'octobre. Comment vous allez faire pour convaincre justement les électeurs et surtout ceux qui sont déçus du Parti socialiste après un certain nombre d'affaires et de problèmes qui ont secoué justement la Belgique à un moment donné. Il y a les affaires, en effet, il y a des personnes qui ont malheureusement mis la main où il ne fallait pas, mais il ne faut pas généraliser. Vous savez, dans une famille, il y a souvent une personne qui est un peu déviante, et comme on dit, ma mère, elle utilise souvent tout à fait. Donc on a 5 doigts dans une main, il y a parfois un doigt qui a pris une déviance, qui a pris un chemin qui n'est pas. Mais il ne faut pas généraliser, il ne faut pas croire que c'est tout un parti. Il y a beaucoup de militants au Parti socialiste qui font vraiment du travail de terrain. J'en fais partie. Faut pas généraliser. Jour et nuit, on bosse, on travaille, on reçoit, on est toujours interpellé. Je reçois en règle, par jour, je reçois 2-3 appels de personnes qui m'appellent parce que ont besoin d'un conseil, ont besoin d'une orientation, on cherche quelque chose, des renseignements, et on est là, on n'est pas payé. Enfin, en tout cas, moi, en tant que conseillère communale, contrairement à des députés ou à la rigueur des échevins, ils ont un staff, ils ont un cabinet, ils ont une rémunération, on paye, on investit de notre temps, de notre argent, de notre investissement, parce qu'on y croit, et parce en tout cas, en ce qui me concerne, je suis passionnée, je le fais depuis toujours. Et donc, non, il y a des personnes qui le font vraiment par passion, par motivation, parce qu'ils y croient. Et il ne faut pas généraliser. Il y a des personnes qui ont mis dans leur poche, mais nous, en tout cas, on l'a pas mis. Oui. Et on a pénalisé les personnes qui ont fauté. Donc, tout ce travail que vous faites tous les jours. Et aujourd'hui, je vois je pense qu'aujourd'hui, ils le ressentent, les citoyens le ressentent. Ils le ressentent par rapport à ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Ils le ressentent quand ils vont chez le médecin, où les remboursements sont pas comme il faut. Ou parfois maintenant, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, il faut attendre des mois. Avoir une spécialisation, pour un rendez-vous chez un spécialiste également. Ça veut dire que si on est malade, on aura du mal à se faire soigner. Tout est calculé, le nombre de lits dans les hôpitaux. Je veux dire, tout est réglementé de manière à ce qu'on n'a plus cette possibilité de se soigner comme il faut, et comme on l'était avant, quoi, je veux dire. Zala, vous avez ici avec vous Ajet de l'ANVA. Quel est le degré de la réussite de l'ANVA
dans les élections par rapport à vous? Donc ils sont très actifs. Vous avez... En tout cas, moi, je les vois pas. Du tout. Enfin, moi, en tant que conseillère communale, je les ai jamais vus dans une rencontre. On fait beaucoup il y a beaucoup d'activités sur Jette. Ça peut être des inaugurations, ça peut être des activités culturelles. Enfin, moi, je les vois pas. Il y a une élue NVA. Oui, la NVA, elle est là en tant que conseillère communale. Elle est là, gentille. Elle pose des questions, toujours en néerlandais, bien entendu. Mais je les vois pas en masse venir l'accompagner. Bon, ils font peut-être du travail de terrain, mais je pense qu'ils sont. Nous, en tant que PS, ils vont peut-être. Enfin, moi, c'est ma lecture, mais je ne suis pas une spécialiste non plus. Mais je pense que ce sera plus les partis néerlandophones qui vont plus en pâtir, parce que bon, les Flamands vont peut-être plus voter NVA. Mais même s'il y a quelques francophones, des déçus, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres. Les déçus vont peut-être voter NVA, mais. J'espère que l'impact négatif du gouvernement MR-NVA d'aujourd'hui va les remettre en question et ils vont comprendre que c'est pas la voie la plus bénéfique pour eux pour voter NVA en tout cas. Ghazala, quelles sont les priorités selon vous aujourd'hui ici pour la commune de Jette? Beaucoup, d'abord c'est l'enseignement. L'enseignement. Oui. Et vous trouvez que l'enseignement, il manque des écoles. Il manque des écoles. J'ai déposé d'ailleurs pas mal d'interpellations. Il faut créer encore des écoles. Il faut créer des écoles. Il faut continuer cette mixité sociale au sein de l'enseignement des écoles aussi jettoises, et je dirais même bruxelloises. Il y a des problèmes Il n'y a pas de problème de mixité sociale, mais il faut tendre et heureusement que un des avantages, en tout cas, comment on appelle ça? L'un des avantages, en tout cas, des nouvelles, de cette mixité sociale qu'il y a dans les écoles, c'est que maintenant on peut se permettre d'aller dans des bonnes écoles comme le collège Saint-Pierre, etc., où à l'époque, les personnes d'origine étrangère n'y avaient pas vraiment accès. Et aujourd'hui, on y a accès. Mais il manque encore des écoles secondaires et primaires. Aujourd'hui encore, on parle de pénurie d'enseignants. Vous avez vu qu'il y avait 2 écoles, enfin en tout cas, venez le nom, ils cherchent des enseignants. Il n'y a pas assez d'enseignants dans certaines options, ou en tout cas. Et je sais que c'est pas facile parce que le statut de l'enseignant, au début, quand il vient dans une école, il n'a pas un horaire complet, on lui donne quelques heures par-ci par-là, c'est pas facile pour l'enseignant de pouvoir faire des remplacements, et donc je comprends que c'est pas toujours évident pour les chefins de trouver des enseignants, mais je pense qu'il faut prendre des mesures de prévention pour ne pas arriver à ce qu'il y ait plus d'enseignants et que les étudiants, enfin que les élèves ne puissent pas avoir des cours pendant quelques mois, enfin des mois, c'est pas possible. À part l'enseignement sur la commune de Jette, s'il y a d'autres priorités sur lesquelles vous voudriez travailler plus tard, peut-être après le mois d'octobre, si vous êtes dans la majorité. La propreté, comme dans tout Bruxelles, mais il faut continuer dans... Vous trouvez que la commune de Jette est sale? Il y a encore des efforts à faire. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas, mais il y a encore des efforts à faire. Il faut encore plus investir dans la culture, mais la culture dans les relations nord-sud, la culture... Moi, j'aspire un jour à créer une maison des femmes aussi. Ici à Jette. Oui, il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait... Il n'y a pas de maison de femmes de tout. Maison des femmes en tant que telle, il n'y a pas. Mais pas pour rester dans un ghetto femme. C'est pour justement tendre vers cette mixité, mais aussi il y a des spécificités bien féminines que les femmes dans lesquelles elles veulent s'activer, et puis c'est pour aussi inciter des femmes qui ont peut-être un peu plus timides dans la rencontre avec l'autre et qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire des activités, de créer ce lieu pour qu'elles puissent justement se rassembler, se réunir et organiser des activités à l'extérieur, mais toujours dans un cadre laïque et de mixité de préférence, même s'il y aura des activités spécifiquement femmes. Il y a des associations de femmes, je ne dis pas le contraire, mais la maison des femmes, il n'y a pas. On pourrait vraiment faire tout un programme par rapport à ça. Ghazala, il existe aussi, donc aujourd'hui, une autre réalité. Près de 77 000 Bruxellois traversent les frontières régionales pour aller travailler
indiquent dernièrement les résultats de l'enquête sur les forces de travail, EFT, publiée par le SPF économique. C'est-à-dire que le nombre de Bruxellois allant travailler en Flandre et Wallonie a augmenté de plus ou moins de 15% depuis entre 2012 et 2017. Est-ce qu'on peut dire par là que Bruxelles, la région bruxelloise, n'a pas su donner de l'emploi aux Bruxellois? Aujourd'hui, récemment, il y a justement des progressions. Et ça, c'est grâce au Parti socialiste. Au plan jeune, en tout cas, comment dirais-je, l'offre d'emploi pour les jeunes. Grâce à Actiris, qui est tenu par quand même un socialiste, qui est Grégoire Chapelle, et Bruxelles Formation aussi, tenu par une socialiste. Tito, Madame Tito. Tito, oui. Oui, Olivia, tout à fait, voilà. Qui mène des actions vraiment en faveur de la formation, de la prévention, et il y a maintenant la région bruxelloise, elle a fait des efforts et elle a dépassé la région flamande par rapport aux baisses du chômage. Donc la région bruxelloise, et grâce au gouvernement bruxellois, bien entendu tenu par un ministre-président qui est un socialiste, Rudy Verwoerd, et donc ils ont mené des politiques tout à fait en faveur de la lutte contre le chômage, et Bruxelles a dépassé, en tout cas, je n'ai pas en mémoire malheureusement le pourcentage, parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui doivent quitter Bruxelles pour aller chercher du travail ailleurs, et puis en même temps apprendre le néerlandais comme une deuxième langue nationale pour pouvoir justement acquérir un travail en sachant que... D'où, quand je vous ai parlé de l'enseignement, l'enseignement est primordial. Il faut favoriser l'enseignement général et les langues à l'école. Et c'est vrai que le néerlandais, c'est le grand problème pour pas mal de gens. Et donc, il faut donner une pédagogie différente aussi. Il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à inciter et à donner goût aux étudiants, aux élèves, que ce soit en matière de langue, que ce soit en matière de culture générale, des maths, d'histoire, etc. Il faut leur redonner goût à l'enseignement. Et c'est vrai que... Il y a un échec énorme au niveau de l'enseignement. Plus de 20% de jeunes inscrits au chômage n'ont pas le secondaire. Oui, parce que je pense qu'il y a une remise en question sur la manière d'apprendre. De motiver les jeunes, il faut apprendre à apprendre en fait, et même les jeunes enseignants doivent avoir une démarche plus... c'est pas facile pour eux, j'en suis consciente. Ils sont parfois face à des classes qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, et la nouvelle génération a changé. C'est plus notre époque. Et donc, il faut avoir des différentes pédagogies, mais il y en a quelques-uns qui le font, et d'autres doivent essayer de motiver autrement leurs élèves. Rzala, vous êtes très engagée en tant que militante des droits de l'homme, des droits humains, et la défense, la laïcité, etc. Quelle est votre vision de la laïcité? Bien, la laïcité, c'est vraiment les valeurs qui vont respecter tout le monde, en fait. La laïcité va respecter le croyant, le non-croyant, va respecter celui qui pratique et celui qui ne pratique pas. Et c'est ça que je milite, parce je pense qu'il y a une notion qu'on ne comprend pas dans la laïcité. On peut être croyant tout en étant laïque, c'est ce qui me concerne. Moi, je m'estime musulmane laïque. Mais ma croyance, ma spiritualité, elle est chez moi. Personne n'est censé le savoir, ce que je fais, si je suis pratiquante ou pas. C'est de l'ordre du privé. C'est de l'ordre du privé, mais je respecte ceux qui le font. Et dans ma laïcité me dit aussi que je n'ai pas besoin de l'exprimer par une apparence, par un vêtement ou par un comportement. On peut être spirituel et croyant gentiment chez soi à la maison, au boulot, au travail, sans l'exprimer par une tenue particulière. Je respecte totalement les personnes qui le font, mais moi en tout cas, ma laïcité me permet de dire je rencontre l'autre avec le respect de chacun, je rencontre l'autre avec ses croyances, je rencontre l'autre avec sa différence. Oui. Et tant qu'elle me respecte et que je respecte, c'est ça ma laïcité. Quel est votre avis par rapport à la déclaration du Parti Islam sur la création d'un État islamique en Belgique? Mais je pense qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. On est en train de faire tout un foin
Je pense que ce sont des personnes qui réagissent par frustration. Ils sont frustrés. Moi je trouve que c'est par frustration parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des partis ou dans des mouvements, je dirais, citoyens, laïcs, enfin bref. Et je pense qu'ils ne feront pas long feu. Enfin, je pense pas que même la communauté musulmane, toute majoritaire qu'elle puisse être, ne va pas les suivre. Que ceux qui ne réfléchissent pas trop loin, un État musulman aujourd'hui où nos propres pays musulmans, nos propres pays d'origine se battent et luttent contre le parti fait quand même des propositions très claires, la séparation des hommes et des femmes dans le transport en commun. Oui, mais ça c'est déjà inconcevable. Déjà dans nos pays, je serai la première à me battre la charia. Et aujourd'hui, ici, dans un État laïque et européen, non, pas du tout. Pour moi, mais le parti dit qu'il va profiter de l'augmentation du chiffre des musulmans, du nombre des musulmans. Oui, mais c'est quoi, c'est instrumentaliser en 2030 les musulmans pour islamiser Bruxelles. J'espère que les musulmans sont assez intelligents pour voir qu'ils ne veulent pas être instrumentalisés. Et moi, je me considère pas comme musulmane apparent. Enfin, je veux dire, dans un premier temps, je suis d'abord une citoyenne du monde. Je suis citoyenne avec un nom, avec un prénom, avec une histoire, avec une origine, avec un parcours. Et je suis aussi musulmane. Mais c'est pas mon islamité qui va me définir dans mon action, dans mes revendications, dans ma croyance, dans mes motivations, dans ce que je peux voir envers l'autre. Non, l'islam d'ailleurs, elle le dit très bien. Et l'islam, elle se veut universelle, elle se veut respectueuse de tout le monde, elle se veut... Islam, ça veut dire paix. Oui. Ça ne veut pas dire chercher la confrontation, ça ne veut pas dire faire la séparation. Écoutez, on ne va pas refaire l'histoire de l'islam. D'ailleurs, vous êtes très impliqué dans ce genre aussi de travail en utilisant beaucoup donc les conférences que vous organisez. Oui, j'organise un cycle de conférences. Sur justement la thématique de l'islam, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça rentre justement dans la sensibilisation, l'explication, etc. On organise l'association, donc je suis aussi présidente de l'ABA SBL. L'ABA. Oui, ça veut dire les amitiés belgo-algériennes. Oui. Et nous organisons depuis le mois de mars un cycle de conférences, de 6 conférences sur l'islam, en parler et comment aujourd'hui. En parler encore et comment aujourd'hui. Ça part de constat de ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, on a été victime d'attentats. On ne s'y attendait pas à ce que ça puisse venir aujourd'hui en Europe, en Belgique et directement atteint. On a été aussi souvent interpellé en disant voilà, vous vous positionnez pas et pourquoi est-ce que vous voilà, et on n'avait aucune raison parce qu'on était nous-mêmes touchés. Et suite à ça, donc vous avez mis en place ce genre de projet. C'est-à-dire qu'entre-temps, je me suis dit, après 2 ans, pourquoi pas, une occasion se permettait. Et surtout, c'est même pas ça, je voulais mettre en lumière des compétences d'origine musulmane, de confession musulmane, ou en tout cas de culture musulmane, maghrébine, qui ont des compétences sur la matière, dans la matière, des spécialistes. C'est comme ça que j'ai invité des académiciens, des personnes, des écrivains, des personnes qui ont écrit des bouquins, des acteurs de terrain, associatifs, des personnes qui ont vécu, par exemple la prochaine, le 19 juin prochain, ce sera à l'hôtel de ville où on va rencontrer Dounia Bouzar, qui a fait tout un travail avec les familles radicalisées, et Salia Ben Ali, qui a créé son association parce que son fils est parti faire le djihad, il est décédé. Elle a créé une association et c'est tout un encadrement avec les femmes, avec les familles plutôt, et elles vont expliquer comment les jeunes deviennent radicalisés, quel est le travail qui a été fait autour. Et donc moi, mon objectif, c'était surtout de mettre en lumière, justement, contrairement à ce que fait le parti islam, mettre en lumière des compétences maghrébines de culture, de confession musulmane, dire à la société belge, ils sont là, ils ont quelque chose à dire, venez, en plus ce sont des conférences qui sont gratuites, venez les rencontrer, venez écouter d'autres voix, venez découvrir d'autres lectures,
sur le fait islamique, pas sur l'islam, sur le fait islamique. Mais qui sont donc le public cible? Moi, j'essaie de contacter... Et les bénéficiaires de ces conférences? Moi, j'ai un public très éclectique, hein, c'est des Belges, c'est des adultes, c'est quelques jeunes. C'est pas facile de toucher des jeunes parce que c'est vrai que ça a une heure, à des heures, à 19 heures, donc les jeunes sont souvent... C'est les plus concernés. C'est les plus concernés, donc en fait, il faut aller chez eux. Il ne faut pas que eux viennent chez nous, l'idéal. Mais bon, moi, je travaille toute la journée aussi. L'association, c'est à titre bénévole, donc je peux pas me permettre de quitter mon boulot pour faire ce travail en journée. Et je suis pas enfin, je veux dire, je travaille chez moi, donc je veux dire, je n'ai pas une structure où je suis avec des personnes qui sont rémunérées. Donc c'est vraiment du bénévolat à 100%. Mais on essaye de toucher des familles, des femmes, qu'elles viennent, qu'elles découvrent aussi ce que l'islam, parce qu'on dit tellement de choses aussi sur le droit des femmes, sur le statut des femmes en islam. D'ailleurs, vous organisez pour demain J'ai fait la dernière fois, c'était droit femmes et islam. Oui, et demain? Demain, c'est quand l'Algérie était seule face au terrorisme. D'ailleurs, vous allez voir, madame, monsieur, l'affiche sur nos écrans. Et, donc, ce sera à la mission palestinienne. À la mission palestinienne. L'ambassadeur de Palestine, que je remercie, nous reçoit pour cette conférence. Et donc, le 19 juin, ce sera la prochaine avec Dunia Bouza et Salia Ben Ali. Et le 28... Ça va se faire où, le 19? À l'hôtel de ville de Bruxelles, que je remercie aussi parce qu'ils nous ont soutenus. Et je remercie pour ces conférences le soutien de la Fédération en Bruxelles et en particulier le ministre Rachid Madran qui nous soutient pour ces cycles de conférences. Et donc voilà, donc moi, mon objectif c'était surtout parce que je me dis, malheureusement on n'a pas accès aux médias. On a beau envoyer dans les journaux qu'on connaît, les grandes télévisions, ils nous écoutent pas, ou bien ils ne s'intéressent pas à des petites associations. Mais moi, je voulais leur dire qu'il y a des personnes intéressantes. Il y a tel jour des conférenciers qui sont vraiment très très intéressants à écouter. Le public musulman ou non musulman, venez écouter d'autres voix. C'est pas le parti islam, c'est pas le focus sur le parti islam qu'il faut. Et pourtant, je les ai organisés avant que le parti islam fait son buzz. Hein, donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un buzz du parti islam. Avoir une réaction. Mais donc voilà, donc il y a des compétences chez nous maghrébines de confession musulmane qui ont quelque chose à dire, qu'il faut écouter et qui peuvent apporter que du bien, que des bienfaits dans la société pour le vivre ensemble et pour Barzala, j'aimerais avoir votre avis sur plusieurs sujets. Et puis bon, j'ai aussi une activité plus festive le 12 mai. Vous pouvez en parler. Hein. C'est un hommage à Warda Al-Jazeria, ça sera un concert. Warda, et pourquoi je fais cet hommage? Très grande artiste. Une grande artiste internationale et du monde arabe. Je fais cet hommage parce que j'en ai fait un l'année où elle est décédée. Elle est décédée le 17 mai 2012 et je l'ai fait au Beaux-Arts et j'avais invité Samia Sabri qui avait chanté avec un groupe maghrébin, particulièrement marocain. Et 6 ans après, je refais cet hommage parce que ça va rentrer un peu dans le cadre des 70 ans de présence algérienne et Warda Al-Jazeria représentait cette première immigration algérienne. Il n'y a pas la première génération qui ne connaissait pas, qui ne chantait pas du Warda. Dans toutes les communautés, dans toutes les familles. Et il y aura donc un ensemble que vous connaissez sans doute, Naram Rikrayet, oui, tout à fait, que vous connaissez, qui vont jouer. La chanteuse, ce sera une chanteuse qui est Amina Karadja, qui est une chanteuse algérienne de France, qui fait le conservatoire, qui chante l'andalou, le charbi marocain, le charbi algérien, toutes les musiques classiques orientales et un musicien qui est son violoniste qui est d'origine tunisienne et qui est un ami de Warda et qui a joué avec Warda, qui sera présent et qui pourra un peu parler de Warda, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle femme elle était. Et donc c'est le 12 mai à 20h30 à la Tricoterie à Saint-Gilles. Et si vous voulez avoir d'autres renseignements, il suffit de me contacter. J'imagine que vous avez les coordonnées. Oui, on va mettre de toute façon, si vous voulez bien, venez coordonnées aussi sur... Parce que ce serait juste avant le Ramadan. D'accord. Le week-end avant le Ramadan. Alors, votre avis sur plusieurs points. Donc, le premier, c'est l'immigration, la politique d'immigration menée pour l'instant par M. Franken. Mon avis. Votre avis. Écoutez, bien entendu, c'est un focus contre l'immigration. Hein, on a l'impression d'être les Sécobés. Enfin, je veux dire, et donc ils ne mènent pas une politique apaisante. Au contraire,
des politiques de droite. Hein. On sait très bien qu'en plus, ils veulent investir Bruxelles. La NVA, ils le revendiquent, ils ne le cachent pas. Et s'ils veulent faire en sorte que Bruxelles leur appartienne, ils veulent pas d'émigrer parce qu'ils savent très bien qu'à Bruxelles en particulier, il y a plus de personnes d'origine étrangère. Et on sait très bien que les étrangers, c'est une valeur ajoutée pour tout un pays, pour toute une nation. Ils sont là avec des compétences, ils sont là avec un savoir-faire. Ils viennent et on paye nos impôts. On sait très bien que la population belge elle est vieillissante, belgo-belge elle est vieillissante. Et si on veut un jour avoir des pensions dignes de ce nom, c'est grâce à un travail. Et qui travaille plus tard, qui va travailler, c'est les personnes d'origine étrangère et aujourd'hui qui sont présentes sur le territoire belge et bruxellois en particulier. Et donc voilà, quand on est obtus, quand on pense que l'étranger est l'ennemi de l'autre, c'est encore une méconnaissance du personnage, tout simplement. Alors, deuxième question sur ce qui se passe actuellement à Peterbos, à Anderlecht. Et puis alors là, vous me demandez de ce qui se passe dans une commune voisine. C'est encore sans doute les conséquences d'une politique où on a délaissé des quartiers, on a délaissé des jeunes. Je parlais tout à l'heure de l'enseignement, de la motivation. C'est tout. En fait, on peut pas parler d'une matière sans parler de l'autre. Tout est transversal. L'éducation, elle est primordiale. L'enseignement, donc l'éducation, l'enseignement, elle est primordiale. On fait en sorte que nos enfants puissent avoir une bonne scolarité. Nos enfants n'auront plus envie de rester dehors. Ils auront envie de rester à la maison, lire un livre, prendre un bouquin, apprendre. Se dire qu'il y a autre chose dans la vie que de rester dehors, s'amuser, le sport, elle est là, il faut avoir accès au sport, il faut avoir accès à des activités. Mais on peut faire en sorte qu'on puisse apprendre et acquérir de l'éducation et acquérir un savoir grâce à l'éducation, grâce à des connaissances. Et tout ça, c'est dans l'éducation, mais également aussi, c'est faire en sorte que ces familles ne soient pas mises à l'écart. Il y a aussi le problème d'information, le problème du logement, le problème du chômage, le problème de l'emploi. En fait, ce sont toutes des matières qui sont... Plutôt systémiques, en fait. Tout à fait. On ne peut pas faire... s'ils avaient les moyens, évidemment, ils iraient dans un club sportif, ils feraient du sport, ils iraient à l'académie de musique, ils feraient de la musique. Et pourtant, il y a des structures et des structures qui ne sont pas tellement chères auxquelles ils pourraient avoir accès. Mais est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'on leur a apporté ces éléments pour qu'ils puissent s'y intégrer? Bon, je ne connais pas très bien le Peterbos, je n'y habite pas, je ne peux pas vraiment parler à la place des autorités locales. Oui. Mais bon, voilà. C'est un peu le phénomène qu'il y a dans les quartiers. Thomas, c'est un socialiste, donc vous êtes oui, mais bon, dans le même parti. Oui, mais je ne suis pas dans la commune. On est socialistes, on peut être socialiste, et je suis pas anderlechtois, donc je peux pas m'immiscer, ingérer dans des politiques que je ne connais pas très bien. Chaque commune a ses orientations. Sa spécificité. Chère Rizela, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait mieux se comprendre, mieux s'entendre, mieux avoir cette envie de s'écouter, d'arrêter d'être braqué. Il faut vraiment l'ouverture à l'autre. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours milité en tant que d'origine algérienne. On est une communauté assez minoritaire, donc on est toujours entouré de plein d'autres communautés. Et on doit s'entendre et s'écouter, en fait. Pour vous, et avoir cette tolérance, cette ouverture d'esprit. Pour vous, Dieu est? Oh ben Dieu, il est miséricordieux. C'est ça, miséricordieux, ça veut dire qu'il est tolérant, qu'il est respectueux, qu'il est sans jugement de qui que ce soit, faut pas juger l'autre, chacun, voilà, il est miséricordieux, c'est ce qu'on, voilà. Être une femme politique aujourd'hui, c'est pas toujours évident, c'est pas facile, mais si on a des convictions, je pense qu'on pourra y arriver. La Belgique de demain sera? Elle continuera à être multiculturelle et j'espère qu'elle pourra
accueillir toutes les personnes qui sont dans le besoin et faire en sorte que ces populations puissent vivre en harmonie, qu'il y ait du travail pour tout le monde, qu'il y ait de l'éducation, je vous dis, une éducation pour tous et oui, elle sera, j'espère en tout cas, elle sera belle et accueillante. Ghazala Cherifi, merci d'avoir accepté Merci notre invitation. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de la chronique politique Voix de fait de ce soir et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.